En cas d'amour, podcast. Saison 2. Buffet 3.1. Relation plurielle, quelques définitions. Dans ce premier plat du troisième buffet, nous faisons un petit parcours au cœur des différents modèles de relations hors monogamie. Le champ de la non-monogamie n'est pas uniforme, ni même complémentaire à celui de la monogamie dans une opposition binaire faussement rassurante. Il y a de multiples façons d'être en relation non exclusive et nous déployons ici toute leur complexité et leur richesse en parcourant les différentes façons de décrire, de comprendre et de vivre ces modalités de relation hors champ exclusif. Bonne écoute! On s'est dit qu'on voulait poser le cadre de ce que c'est que l'éthique dans les relations. On s'est axé surtout sur les relations romantiques où il y a une sexualité partagée parce que ce sont à la fois les plus compliquées, les plus passionnelles et celles qui sont au top de la pyramide de la hiérarchie relationnelle. La personne la plus importante dans notre vie est censée être notre compagne, notre compagnon unique. Et si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on met en personne de confiance? Qu'est-ce qu'on met en personne à prévenir quand on a une intervention chirurgicale, etc. Voilà, on est hors norme. Donc, on a voulu poser ce cadre-là de l'éthique dans les relations, surtout amoureuses, mais on s'est rendu compte que ça traverse toutes les relations et que ça nous faisait réfléchir aussi sur les relations qu'on a avec nos amis, avec les gens qu'on n'aime pas, avec des gens avec qui on n'est pas d'accord idéologiquement, et puis aussi les relations d'amitié. Et l'importance des relations d'amitié, l'importance des relations amoureuses qui se sont transformées, etc. Comment on peut être dans l'inclusion de tout ça dans notre vie actuelle. Voilà. Donc on a beaucoup réfléchi à ça. Puis après on a voulu rétrécir un peu le prisme, partir sur les relations qu'on peut nommer de façon très différente, mais en gros les relations qui échappent à la norme monogame parce que c'est ce qui nous intéresse, parce que c'est ce qu'on vit et parce qu'on aimerait que ce soit plus connu, réfléchi, échangé pour que chacun et chacune puisse faire son choix en toute connaissance de cause et en toute liberté. Oui, parce qu'il y a quand même derrière la façon dont on est en relation beaucoup de préjugés. La clarification des nuances nous paraît essentielle. Oui, quand tu parles de préjugés, tu veux dire vis-à-vis des relations non exclusives, non monogames. Absolument. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et surtout ce que l'on pratique, la façon dont on est en relation n'étant pas définie quelque part ou étant d'une façon générale ou historiquement considérée comme mauvaise, c'est-à-dire sur le plan de la morale, immorale donc. Immature au mieux. Au mieux immature, instable assurément. Non engagé, avec derrière évidemment tout ce qui est de l'ordre d'une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme, non respectueux de l'autre. Alors que nous, ce que l'on vit, c'est tout le contraire. On a cette sensation, en tout cas, d'être beaucoup plus attentif aux partenaires avec qui on partage des moments d'intimité et d'affection ou de sexualité, peu importe. En tout cas, on apporte un soin à ce que l'on fait. On veut pas le faire juste par reproduction d'un modèle. Et c'est pas pour autant qu'on est dans une critique forcément, dans une opposition militante à un modèle, mais dans l'idée de se dire que c'est un modèle qui caractérise notre histoire, notre société, dans lequel que l'on hérite. Je veux dire, si on n'était pas dans ce modèle-là, on n'aurait pas une maison familiale, unifamiliale, comme on dit, par exemple. Mais et beaucoup d'autres choses encore dont on hérite et qu'on ne rejette pas évidemment historiquement au même titre que
capitalisme, le monde dans lequel on est, même si on le rejette ou on y voit toutes ces déviances et ces dérives et les conséquences sur notre avenir, on en est assez clairvoyant là-dessus. On peut essayer de trouver des alternatives, et c'est dans ces alternatives-là que l'on baigne actuellement. Oui, c'est intéressant ce parallèle entre monogamie et capitalisme, et je pense que ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de trouver des façons le moins capitaliste possible et non monogame de vivre dans un monde capitaliste et monogame. Oui. Après, on ne veut pas devenir des marginaux. Non. On ne le souhaite pas. On est des personnes même très, très intégrées dans la société. On fait des choses qui profitent à d'autres dans nos métiers. Et on n'est pas du tout dans une forme de, comme tu dis, de refus ou de rancune. On dit juste qu'il y a d'autres façons de faire et qu'on peut peut-être y réfléchir. C'est tout. Mais pour revenir aux définitions, quand on sort de la norme monogame, il y a plusieurs façons de nommer ce qu'on vit et ce qu'on fait. Ce ne sont pas différentes catégories, mais différentes façons de nommer des choses qui sont très semblables. Donc je vais les lister pour que les gens qui nous écoutent puissent, quand ils écoutent une façon de nommer ce type de relation, puissent se dire que c'est de ça qu'on parle. Donc et en même temps de bien penser que nous on n'est pas là en train de définir un modèle, ou en tout cas de s'appuyer sur un modèle, mais de se dire qu'il existe une multitude de modèles, et nous c'est plutôt la façon d'être en relation qui nous intéresse, plutôt qu'un parti pris pour un modèle. Oui, tout à fait, mais aussi dire que face à la monogamie, il n'y a pas une expérience monolithique qui s'appellerait la non-monogamie. Il y a diverses catégories, diverses façons d'explorer qui s'entrecroisent, qui ont des points en commun et d'autres pas. Et pour l'instant, on va dire, en gros, si on voit, on va dire qu'il y a quand même la monogamie, et la non-monogamie reste quand même, c'est dans la non-monogamie qu'il y a une multitude. Ah oui, oui. Face à la monogamie, il y a une multitude de catégories qui ne définissent pas des choses qui s'excluent, mais différentes façons de nommer. Mais c'est un champ, on peut dire, il y a deux champs, la monogamie et la non-monogamie. Et dans la non-monogamie, il y a différentes façons de nommer, avec des subtilités. On va essayer d'en dire quelque chose. Donc on peut parler de relations multiples, on peut parler de relations plurielles et de lutinage. Ça, c'est plus la façon de nommer ce type de relation de Françoise Saint-Père, qui est une journaliste française. Elle a écrit un livre très beau, très simple, qui s'appelle « Aimer plusieurs hommes ». Et elle parle de son expérience personnelle de relations plurielles ou de lutinage. Oui, elle l'appelle comme ça. Et oui, elle a écrit aussi un livre très intéressant, en tout cas celui qui, moi, m'a ouvert les yeux sur cette réalité-là, c'était le guide des amours pluriels. Oui. Moi, j'ai pas lu Aimer plusieurs hommes. D'accord. Bon, on n'a pas lu la même chose. Et c'est peut-être pour ça que t'as pas aimé plusieurs hommes. Après, on peut parler de relations non exclusives. Là, il faut qu'on différencie les relations non exclusives sexuellement ou les relations qui sont non exclusives sexuellement, mais aussi affectivement. Voilà. Dans celles qui sont non exclusives sexuellement, on peut inclure ce qui a été dénominé couple ouvert ou aussi le libertinage. Et dans les relations non exclusives aussi affectivement, il y a le polyamour et il y a l'anarchie relationnelle. Et sûrement des formes qu'on connaît pas, on ne connaît pas tout. On a exploré aussi quelques modalités relationnelles dont on peut moins vous parler parce qu'on les connaît moins. La polygamie,
On va pas rentrer là-dedans, on connaît pas cette façon de faire. On veut pas être jugeant. Moi, ce que je connais de la polygamie, c'est très souvent un homme et plusieurs femmes. C'est beaucoup plus souvent de la polygynie que de la polyandrie. Ce sont les deux versants pour les hommes et pour les femmes. Mais en soi, ce qui est très, très différent de la proposition polyamoureuse ou de relations multiples, c'est qu'il y a une inégalité dans le contrat. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un genre qui a le droit aux multiples et pas l'autre. Voilà. Il y a là un axe d'inégalité avec lequel on n'est pas d'accord. Donc, je pense qu'on ne dira pas plus de la polygamie, qu'on connaît très peu. Il y a aussi quelque chose qui circule un peu dans les réseaux sociaux dernièrement qui s'appelle novogamie. C'est une espèce d'éclecticisme. Pour moi, c'est un peu comme en politique, les gens qui disent qu'ils sont ni de droite ni de gauche. C'est la vie, elle est fluide. Il y a des moments monogames, des moments non monogames. Moi, éthiquement, ça me pose problème. Je pense que on ne peut pas naviguer comme ça. Ce n'est pas la même éthique. Mais voilà, je ne connais pas plus que ça, mais ça me semble un truc trop consensuel qui perd en qualité de présence et en authenticité. Après, on a fait une petite recherche tout à l'heure sur la question de l'agamie. Je sais pas ce que tu peux en dire, mais moi je trouve qu'on est un peu perplexe, on comprend pas trop. Moi, ce que j'entends, c'est que le modèle qu'on veut essayer de décrire dans ces podcasts avec l'éthique relationnelle ou les relations éthiques, on peut trouver dans l'agamie cette idée de s'ajuster à la personne qu'on rencontre. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de positif, mais quelque part dans l'agamie, il y a quand même un refus politique d'un modèle, c'est-à-dire une forme de position au sens alternatif du terme, c'est-à-dire qui n'est pas inclusif vraiment sur le monde, sur on va se retrouver entre nous, parce qu'on n'est pas d'accord avec le modèle de l'amour romantique. Donc on se retrouve entre nous qui ne sommes pas d'accord avec le modèle du couple romantique. C'est pas notre discours. Non, et je pense qu'il y a quelque chose de très réactif, de dire votre modèle de relation, votre façon de voir l'amour, ça parle à la monogamie, ne marche pas, on le met à la poubelle, mais leur proposition me semble floue. Il y a pour moi, je connais pas encore. Peut-être s'il y a des personnes qui écoutent podcast et qui peuvent nous orienter sur des ouvrages plus éclairés et plus concrets. En tout cas, nous, on va essayer, en tout cas dans les podcasts, d'être concrets sur la façon d'être en relation pour que ce soit plus un mode d'emploi qu'un parti pris politique. Ou un discours idéologique. Absolument. L'idée, c'est que ce soit utile. Et là, on n'a pas réussi à cerner comment ça se mettrait en pratique concrètement, cette idée d'agamie. Après, on peut aussi parler de relations polyamoureuses. Moi, je n'aime pas du tout ce terme-là. Je sais pas pourquoi, mais Le polyamour, tu veux dire? Oui. Je ne peux pas affirmer je suis polyamoureuse. Ça ne me représente pas. Moi, j'entends souvent ce terme-là, dira Jean-Baptiste, qui est polyamoureux. Et il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, et en particulier par rapport aux personnes qui ne connaissent pas le polyamour, c'est-à-dire qui sont dans les relations exclusives et qui considèrent que c'est l'addition de relations amoureuses de type monogame. Tout à fait. J'ai un peu du mal avec le concept de polyamour. Je me considère pas, moi, dans le concept de polyamoureux. Et d'ailleurs, la traduction est mauvaise puisque c'est un terme anglais à l'origine, c'est polyamorie. Non pas qu'est-ce qui pourrait être la traduction de polyamour, mais polylove, je sais pas. Mais donc la polyamorie qui est plus un territoire où s'exprime l'amour. Pour moi, c'est mon territoire affectif, ce que j'avais envie de dire dans un des enregistrements qu'on a fait, c'est-à-dire c'est mon jardin affectif à moi dans lequel poussent de multiples choses et dans lequel j'ai envie d'y vivre une forme de permaculture amoureuse ou affective large, non conditionnelle, etc. Donc oui, moi
En ce qui me concerne, quand on me demande si je suis polyamoureuse, je dis que c'est une étiquette qui ne me représente pas, qui me dérange, et que je me considère une personne libre. Et certes, je vis mes relations dans la non-exclusivité actuellement, dans ma vie. Mais pour moi, le concept central, c'est celui de la liberté. Je vis ce que j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de le vivre, bien entendu, en m'assurant que ces personnes-là sont d'accord et qu'il y a un accord assez clair sur ce qui va être partagé ou pas, sans devenir non plus obsessionnel. On peut se laisser aller un peu dans un flou, mais il y a un moment où il faut poser les choses et dire ce que ça pourra devenir ou pas. Notamment n'importe quelle relation qui entrerait dans ma vie actuellement. La limite pour moi, c'est que ça ne pourra jamais devenir une relation monogame. Parce que il y a des relations qui existent déjà dans ma vie que je chéris et que je ne vais pas sacrifier, balayer parce que t'as eu un coup de foudre. Voilà. Et on ne peut rien faire face au coup de foudre. Voilà. Et donc, dans les relations polyamoureuses telles qu'elles ont été définies, il y a ce qu'on appelle le polyamour hiérarchique, où il y aurait un couple primaire, central, plus important. Voilà, hiérarchiquement plus important. Et c'est une idée qui nous dérange déjà. Et il y a le polyamour non hiérarchique, qui est très proche quand même de l'anarchie relationnelle, qui est peut-être un mouvement plus politique, qui a théorisé plus de choses dans le versant politique de cette façon de vivre. Le polyamour non hiérarchique, c'est peut-être plus une façon de vivre les relations et pas un positionnement politique aussi poussé que celui de l'anarchie relationnelle. Mais c'est très très proche quand même. Voilà un peu le paysage non monogame, je dirais. Il y a tout ça, il y a des recouvrements, il y a des différences, mais ce sont toutes les dénominations qu'on peut trouver dans les différents ouvrages sur ces questions. Cet épisode vous a plu ? Mettez un pouce en l'air ou un petit cœur et faites-nous part de vos commentaires ou expériences. Sachez que le prochain épisode approfondira encore ce large sujet des relations plurielles. Vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à encasdamour.contact@gmail.com. À bientôt.